Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Cap Rumbo dédiée à la Corée du Nord. Alors pourquoi la Corée du Nord? Déjà d'une, parce que j'aime l'Asie et j'essaye de comprendre un peu la situation en Asie aussi. Et parce que l'année dernière, j'ai effectué donc un voyage en Corée du Nord pour essayer de comprendre un peu le contexte et surtout pour réaliser un documentaire qui, j'espère, verra le jour un jour. Qui verra le jour. J'espère qu'il verra le jour, tout simplement. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas du tout la Corée du Nord et le peu de choses qu'ils connaissent, c'est vraiment lié aux médias. Donc à la télé, aux journaux, à ce qu'on nous impose ici en Occident. Et c'est en plus d'être erroné, d'être en grande partie totalement faux, ça véhicule des idées qui ont rien à voir avec et la situation et le pays en lui-même. Mais avant de pouvoir vous montrer des images inédites, donc puisque je vais vous faire voir quelques images avant la fin de ce documentaire inédite de mon voyage, je vais essayer de vous faire comprendre un peu pourquoi la Corée a été coupée en deux et pourquoi c'en est là. C'est très important de comprendre la source de tout ça. Et vous verrez, vous aurez une autre image de la Corée, et de la Corée du Nord en particulier. C'est très important de connaître le passé de la Corée pour pouvoir parler de la Corée du Nord. Beaucoup de personnes parlent de la Corée du Nord sans connaître le passé et se font des films ou des idées sur ce pays. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Corée est une victime. C'est un pays victime et non un pays agresseur. Pas victime dans le sens « arrêtez de me taper, je suis une pauvre victime ». Non, non, non. C'est dans le sens c'est un pays qu'on a constamment agressé, et ce depuis au moins 100 ans. Donc c'est très important de le savoir et de remettre les choses à leur place. Car la Corée, et entre autres la Corée du Nord, n'a jamais déclaré de guerre à aucun pays. N'a jamais déclaré de guerre à aucun pays limitrophe ou même de pays dans le monde. Donc la Corée, c'est une ancienne colonie japonaise. La Corée fut le théâtre de plusieurs conflits, donc notamment entre la Chine et le Japon, donc le conflit sino-japonais, et le conflit russo-japonais aussi. Et la Corée était en partie le théâtre de ces guerres de territoire. C'est une péninsule très disputée et une base qui donne une ouverture sur l'Asie. La situation actuelle de la Corée est la résultante d'une politique américaine post-Seconde Guerre mondiale. Donc je me suis coltiné un paquet de vidéos, notamment pour quand j'ai étudié ce qui se passe en Corée, et Corée du Nord pour être plus précis. Et je me suis coltiné un paquet de vidéos et très souvent les auteurs parlent d'une chose, c'est d'une guerre du Nord contre le Sud. Mais soit ils n'ont pas compris une chose, soit ils le font exprès, soit ils sont complètement cons. Car la Corée du Nord ne fait pas la guerre à la Corée du Sud, loin de là. La Corée est un peuple, ce sont les Coréens. La séparation est quand même assez récente et vous allez comprendre d'où elle vient, mais la Corée du Nord ne fait pas la guerre à la Corée du Sud. À savoir que la Corée a fait la guerre à un colonisateur et a fait la guerre pour son indépendance. Soyons clairs. Je vais faire une petite aparté, juste pour souligner que le socialisme, le communisme, à cette époque, on va dire après la Seconde Guerre mondiale, est une réponse logique à la domination impérialiste et majoritairement américaine. Malheureusement, c'est aussi la meilleure excuse pour ces mêmes impérialistes de satisfaire leur soif de guerre et leur besoin d'hégémonie mondiale, la lutte anticommuniste et la lutte de cette époque. Bien entendu, aujourd'hui, elle a pris d'autres formes. On ne lutte plus contre le communisme, mais contre le terrorisme. Ceux qui suivent un peu la géopolitique comprennent aussi que c'est une excuse qui arrange les seigneurs de guerre. La lutte anticommunisme permet surtout de maintenir les colonies et l'hégémonie mondiale. Les États-Unis traversent à nouveau une crise économique, on est dans les années 48-49, et c'est à cette époque que démarre la guerre froide. Je ne suis pas un spécialiste économiste ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas besoin de l'être pour comprendre que le capitalisme est une maladie, est une gangrène. C'est un système qui est basé sur la privatisation et le profit à tout prix. C'est un système qui permet à une minorité d'exploiter une majorité.
C'est donc un système non viable sur le long terme du moins. Et la guerre est un très bon moyen de relancer l'économie, surtout pour les États-Unis qui sont passés maîtres en la matière. Les usines d'armement tournent à plein régime et la Corée sera une cible parfaite, une première cible US sur les terres d'Asie. Et sera aussi un champ d'essai pour tout type d'armes, de stratégie militaire ou politique. La Corée est une base stratégique qui ouvre les portes sur l'Asie. C'est quand même paradoxal de se dire que les États-Unis qui ont lutté contre le nazisme et le fascisme, ceux pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui ont atomisé le Japon, luttent contre l'opposé du nazisme et du fascisme. Là, on lutte contre le communisme dans la foulée, et avec leurs ennemis d'hier, les Japonais. Hein. Je vous rappelle quand même que les Américains ont largué 2 bombes atomiques quelques années avant le début de la guerre en Corée. Bien entendu, les Américains mènent des guerres d'intérêt ou des guerres idéologiques. Comme on veut constamment nous le faire croire, des guerres humanistes. Je trouve très drôle ces termes. Les Américains et les Occidentaux mènent des guerres dites humanistes pour libérer des peuples d'une certaine dictature. Mais en fait, on veut leur imposer une dictature à l'américaine. On ne veut pas non plus libérer des peuples d'une certaine persécution. Ce sont que des guerres d'intérêt ou idéologiques. Je tourne cette vidéo parce qu'il est très difficile de pouvoir étudier la Corée du Nord. Très difficile déjà concernant les ouvrages. Il suffit de rechercher les ouvrages sur Internet et tous les sujets sont les mêmes. Très souvent on parle d'une dictature, très souvent de la méchante Corée du Nord. Voilà, c'est les 3/4 du temps on va tomber sur des choses comme ça. Ou des choses sans intérêt. Les vidéos c'est très compliqué, enfin, il y en a un paquet mais bon, on voit les choses que d'un côté. On parle toujours de la dictature coréenne, sans parler de la dictature occidentale par exemple. Par contre je me suis procuré plusieurs livres, et dont un que j'ai vraiment apprécié. Hein, j'ai pris un paquet de notes pour essayer de faire mes recherches et selon les références qu'il y avait, de rechercher, voir la véracité de tout ce qu'il y a là-dedans. Et c'est une pépite. Ce bouquin est une pépite. Je me le suis procuré en Corée du Nord, en français. Hein, donc j'ai pu le lire tranquillement en français. Donc un très bon bouquin, et cette vidéo va être en partie basée là-dessus. Parce qu'il faut comprendre le conflit de la guerre de Corée pour comprendre la situation actuelle et avoir une autre idée, une autre approche. Je vais vous lire par exemple juste un petit passage pour comprendre un peu le positionnement politique des États-Unis à ce moment-là. Donc là je voulais juste une petite partie du discours qu'a prononcé le 10 janvier 1950 à Fort Benning Truman, donc le président des États-Unis. À cette époque-là, il a dit il nous a fallu 2 grandes guerres et 30 ans pour que nous ressentions que nous occupions une position dirigeante dans le monde. Aujourd'hui, nous voulons maintenir cette position supérieure. Là, on a une idée claire du positionnement américain à cette époque-là. Les Américains ne pouvaient conquérir toute la Corée sans rencontrer d'opposition ferme de l'URSS et par manque d'effectifs au début. Ils ont donc imaginé une ruse qui leur a servi dans d'autres conflits après la guerre de Corée, le fameux diviser pour mieux régner. C'est bien les Américains qui ont décidé de couper la Corée en 2, un drame pour la Corée et le début d'une tragédie. Comme l'a dit Truman, c'est une solution pratique. Donc par exemple, je vais vous lire ce que le président Truman a dit concernant la séparation. Donc le 38e parallèle, c'est la séparation Corée Nord-Sud à cette époque-là. Le 38e parallèle, comme ligne de partage en Corée, n'a jamais été un sujet de discussion internationale. Il a été proposé par nous comme une solution pratique quand l'effondrement soudain de la machine de guerre du Japon a créé un vacuum en Corée. C'est donc le parallèle 38 qui a été désigné en accord, on va dire, entre les Américains et l'URSS comme séparation de la Corée Nord-Sud. Le Nord, qui serait plutôt pro-URSS et Sud plutôt pro-américain. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est juste, les Coréens n'ont pas eu leur mot à dire. C'est une solution américaine. La ruse était de dire aux Coréens que cette séparation était temporaire, tout en sachant que les Américains y installeraient leur base militaire de manière perpétuelle. Les Coréens ont accueilli la capitulation du Japon avec joie, car les Coréens souhaitaient chasser le colonisateur japonais. Mais cette joie fut de courte durée, car les Américains ont donc, comme je vous l'ai dit,
mis en place la fameuse séparation du parallèle 38 sous prétexte de désarmer l'armée japonaise. Mais surtout, les Américains ont gardé à leur poste les généraux japonais vaincus. Pourquoi? Les Coréens ont très rapidement compris que les Américains souhaitaient simplement remplacer les Japonais. Les Américains n'avaient aucun intérêt à une réunification nord-sud. Il fallait maintenir une neutralité militaire. Les Coréens du Nord, comme les Coréens du Sud, souhaitaient une réunification, et une réunification pacifique. Mais pour les US, ça n'était pas d'actualité. Ils ont donc sorti un président fantoche pour diriger la Corée du Sud. Bon, un Coréen, mais un Coréen fidèle laquais des Américains et un pion des États-Unis. Un procédé US qu'on connaît très bien aujourd'hui. Donc je vais vous lire juste un petit passage sur ce qui se passait au Nord à ce moment-là. Dans une courte période, en 1 ou 2 ans seulement, le comité populaire provisoire de Corée du Nord a promulgué une série de lois démocratiques, dont la loi sur la réforme agraire, la loi sur la nationalisation des industries principales, la loi du travail et la loi sur l'égalité des sexes. Et les a brillamment mises en application, établissant ainsi fermement un régime de démocratie populaire dans la moitié nord du pays. C'est ce qui se passait dans le nord pour l'instant, et c'est ce que les Coréens souhaitaient. Donc, autre élément important, à partir de février 1948, a été soumis à la délibération de tout le peuple le projet de constitution de la RPDC. RPDC, République populaire démocratique de la Corée. République populaire démocratique de la Corée. Adopté par l'organe législatif suprême de toute la Corée, et en avril a été convoqué à Pyongyang une conférence conjointe des partis politiques et des organisations sociales de Corée du Nord et du Sud, en tant que mesure aussi active qu'effective pour contrer et rejeter par un mouvement de toute la nation les menées de l'impérialisme américain visant aux élections séparées. Cette conférence a été représentée par 56 partis politiques et organisations sociales du Nord et du Sud de la Corée, y compris les forces centristes sud-coréens et même Kim Koo, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et certains autres nationalistes invétérés de droite qui avaient prêché avec entêtement l'anticommunisme. Donc ça a rassemblé vraiment toutes les pensées politiques de l'époque au niveau de la Corée. En dépit des différences de leur vue politique et de leurs croyances, tous les participants ont été unanimes à soutenir et à approuver totalement l'orientation énoncée par le président Kim Il-sung pour la réunification pacifique dans l'indépendance. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Coréens voulaient juste leur indépendance. Lâchez-nous la grappe, voilà, c'est ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas besoin des Américains, des Japonais, des Chinois, de n'importe qui pour diriger la Corée. La Corée est de Coréens. Au vu des avancées politiques des Coréens, très rapidement, il fallait déclencher une guerre. Les Américains devaient déclencher une guerre. Donc les Coréens cherchaient à se débarrasser du colonisateur américain, et les Américains, donc, voyant cela, ils devaient accélérer le processus de guerre. Une guerre, on va dire, sud contre nord. Mais sud, une guerre américaine contre coréen. Très rapidement, une répression se faisait dans le sud. On a écarté tous les opposants politiques, tous ceux qui étaient contre la politique du président fantoche mis en place par les Américains, ou contre la politique américaine sur place, contre le colonisateur. Donc tous les partisans politiques, tous les politiques ont été écartés. Et on n'avait plus le droit, en Corée du Sud, de faire de la politique, tout simplement. Donc une démocratie à l'américaine qu'on connaît bien. Il y avait aussi un enrôlement obligatoire dans l'armée. Il y avait un service militaire obligatoire dans l'armée du Sud. Et il y avait aussi des attaques sous faux drapeau, donc pareil, une bonne spécialité américaine et d'autres pays très alliés des Américains. Attaques sous faux drapeau pour faire croire que les communistes du Nord s'en prenaient à la population du Sud ou la population en général. Mais rien n'y faisait, les Coréens restaient quand même soudés et ne voulaient pas du colonisateur. Le gouvernement américain a armé de son mieux le Sud et a commencé à envoyer des troupes au Sud. Par exemple, je vais juste vous lire un petit passage sur un envoyé spécial du New York Times qui était alors en Corée du Sud. Il a rapporté « L'armée sud-coréenne est la plus américanisée parmi toutes les autres armées étrangères. Entraînée par les officiers US, ces hommes portent l'uniforme américain, utilisent les véhicules automobiles de fabrication US et sont équipés d'armes de fabrication US.
grâce aux exercices intensifs des années durant, ils se conduisent comme les Américains. Donc une propagande énorme a été mise en place pour déclencher une guerre contre le Nord, malgré toutes les tentatives des Coréens pour se réunifier de manière pacifique. Mais bon, les Américains étaient quand même arrogants et très sûrs d'eux. Par exemple, les experts en renseignement militaire du QG de MacArthur ont affirmé l'armée sud-coréenne est la plus puissante de l'Asie et elle est capable de vaincre facilement l'armée nord-coréenne. L'histoire nous a montré qu'ils se plantaient complètement. Dans tous les cas, la guerre devait être déclenchée en 1950 par les impérialistes. Le temps pressait. La crise économique aux États-Unis et surtout les Américains pensaient avoir un vrai avantage militaire et pouvoir conquérir la Corée très rapidement. Sachant aussi que les US bénéficiaient de l'expérience japonaise contre la Corée. Ils avaient certaines bases militaires au Japon. La Corée du Sud a été transformée en une vraie prison militaire. Les arrestations s'enchaînaient, on pratiquait la torture et il y avait des centaines de milliers d'arrestations dans toute la Corée du Sud. Tous les opposants ou toutes les personnes qui manifestaient une opposition au régime en place. La population sud-coréenne a mené une lutte dynamique contre ce qu'ils considéraient être du fascisme et du terrorisme de l'impérialisme. La lutte dans le sud a pris des allures de guérilla. Et certains soldats, même qui étaient obligés de s'enrôler dans l'armée du Sud, se sont révoltés. Par exemple, le 20 octobre 1948, 3000 soldats du 14e régiment de l'armée fantoche, stationnés à Ryūkyū, se sont révoltés contre l'ordre de massacrer la population de l'île de Jeju. Bon, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça. En réponse à cette révolte, les habitants de Ryūkyū et de Suncheon se sont eux aussi engagés dans un soulèvement armé pour s'opposer au gouvernement fantoche de Syngman Rhee et soutenir la RPDC. En gros, ils se sont révoltés contre le massacre. Encore une chose très importante à savoir, c'est que juste avant la guerre, la Corée du Sud courait à sa ruine. Le pays faisait des dépenses rien à voir, contrairement au Nord qui lui se développait. Donc la stratégie américaine était d'envoyer l'armée du Sud, dite l'armée des 2 semaines. Pourquoi? Parce que l'armée américaine considérait qu'il fallait que l'armée du Sud contienne pendant 2 semaines l'armée du Nord avant d'intervenir. Il fallait juste qu'elle tienne 2 semaines pour justifier une intervention et après balayer toute la Corée, parce qu'ils pensaient vraiment qu'ils allaient balayer toute la Corée. À savoir que la guerre fut déclarée avec des rapports erronés. Mais ça, on a l'habitude. C'est comme par exemple en Syrie, en Irak. L'Irak, il suffit d'une petite fiole et on déclare une guerre contre un pays. En Syrie, des attaques chimiques qu'on n'a même pas mené encore d'enquête et c'est parti. Là, c'était des rapports erronés de soi-disant attaques de soldats du Nord contre des habitations du Sud. Mais l'histoire nous a appris que ces rapports étaient faux et erronés. Bon, la création de l'ONU, l'ONU a très bien servi les États-Unis pour déclarer des guerres légalisées, on va dire. C'est une arme très puissante pour les Américains, car ça leur permet de déclarer des guerres au nom de la communauté internationale. La résolution de l'ONU d'autoriser une intervention militaire est injuste, car adoptée en l'absence du représentant de la RPDC, de l'URSS et de la République populaire de Chine, et sur des rapports erronés. Plus tard, des gouvernants des États-Unis ont eux-mêmes reconnu que l'intervention militaire US avait précédé son approbation par l'ONU. Par exemple. Donc juin 1950, début de la guerre de Corée. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné feu vert à l'armée américaine pour démarrer les hostilités. Et là, on passe dans une opération américaine dite opération de terre brûlée. Destruction et pilonnage incessant. Les bombes de la démocratie, tu penses pas comme moi, t'acceptes pas ma démocratie, donc je te bombarde. Normal, non? Mais l'erreur que l'Amérique a faite, c'est déjà d'une, de sous-estimer son ennemi, et deuxièmement, de penser que le peuple coréen se soumettrait facilement. Notamment avec la menace de la bombe nucléaire. Oui, parce que dans ce conflit, on a pensé à réutiliser encore la bombe atomique. Mais les Coréens n'étaient pas prêts à se laisser envahir une nouvelle fois. Malgré les propagandes US, les Coréens souhaitaient une réunification pacifique, sans intervention extérieure ou tutelle. Là où la propagande médiatique est impressionnante, c'est que si vraiment le peuple coréen souhaitait dans sa majorité
la politique américaine, il y a bien longtemps que les Américains auraient conquis toute la Corée. Car en plus d'avoir la majorité du peuple, ils avaient les armes, ils avaient le soutien. Voilà, c'est juste ce fait-là nous fait comprendre que les Coréens ne voulaient pas de la politique américaine, mais d'une politique indépendante. L'armée sud-coréenne était composée de personnes forcées de faire l'armée et de lutter contre leurs propres frères, et non composée de volontaires, contrairement à l'armée du Nord. Donc les Américains avaient à leur côté une armée pas très puissante, surtout dans le sens où c'était une armée pas déterminée, on va dire. Et rapidement, la Corée du Nord a infligé la première défaite aux Américains. Une défaite humiliante à la terrible armée US, avec des contre-attaques redoutables. Et cette première défaite s'est soldée avec la récupération de 90% du territoire par les Nord-Coréens et 92% de la population libérée. C'était énorme. Mais bon, l'Amérique, touchée dans sa fierté, ne comptait pas en rester là. Et les méthodes les plus barbares ont été utilisées. Mais qu'attendre de plus d'un peuple qui a atomisé à 2 fois un pays, sans faire de distinction entre enfants, vieillards, femmes, militaires, tout ça. Donc 2 bombes nucléaires, qu'attendre d'un peuple comme ça? Donc la vengeance fut assez terrible. Je vais vous lire juste un petit passage. Dance, maniaque de guerre américain, en discourant sur les méthodes de guerre appliquées par les troupes US, a affirmé « J'approuve la guerre bactériologique et l'utilisation de gaz et des bombes A et H. Je ne sympathiserai avec aucun hôpital, aucune église, aucune école, ni aucune agglomération. Toute charité à l'égard d'un groupe ne sera qu'une hypocrisie. » Ils ont fait de terribles massacres dans toutes les villes qu'ils récupéraient. Les Américains, dans leur retraite, ont perpétré partout en Corée du Sud des atrocités. Meurtres, incendies, pillages, destruction. Ils ne devaient laisser aucune structure viable à l'armée du Nord. Et aucun potentiel allié. Contrairement à l'armée du Nord qui, quand elle battait en retraite, ne détruisait rien sur son passage. C'était son propre pays. C'est là la différence. C'est que la Corée, les Coréens ne souhaitaient pas la destruction de leur pays. Simplement être indépendants. Contrairement à l'armée américaine. Donc les Coréens, dans leur retraite, en plus de ne rien détruire, récupéraient aussi des partisans qui les suivaient avec eux. Les atrocités US ont donné lieu à une déclaration célèbre du président Kim Il-sung. Une déclaration que je vais vous lire. À un moment donné, Engel a qualifié l'armée anglaise de la plus barbare des armées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée fasciste allemande a éclipsé par sa barbarie l'armée anglaise. Un cerveau humain était incapable d'imaginer des atrocités plus cruelles et plus horribles que celles perpétrées alors par les bandits hitlériens. Mais en Corée, les Yankees ont supplanté de loin les hordes hitlériennes. Ça en dit long sur les atrocités qui ont été perpétrées en Corée. J'ai des centaines d'exemples de témoignages dans ce bouquin, mais regardez là, si je vous y touche, ça sera une vidéo de 4 heures. Je peux pas faire ça. Voilà un petit florilège. Reprenez Séoul, des jeunes filles et des femmes y demeurent. Pendant 3 jours, cette ville vous appartiendra et vous y aurez filles et femmes. Voilà la consigne spéciale que MacArthur, commandant des forces des Nations Unies, a donnée en septembre 1950 aux officiers et soldats yankees en opération. C'est sympa. Le commandant de la 8e armée incitait les soldats mercenaires au massacre des habitants de la zone temporaire occupée en ces termes. Soldats des forces des Nations Unies, qui que ce soit qui se présente devant vous, enfants ou vieillards, il ne faut pas que vos mains tremblent. Tuer. C'est ainsi que vous pourrez vous sauver de votre ruine et vous acquitter de votre devoir de soldat de l'ONU. Voilà, c'est par exemple. C'est des petits exemples comme ça, mais le bouquin en a un paquet, et sans compter d'autres livres que j'aime, et celui-là est vraiment intéressant, et surtout les références sont précises. Donc dans le bouquin, on a même un tableau de tous les massacres perpétrés dans les villes qu'ils ont récupérées. Par exemple, à Pyongyang, on en a 15 000. À Sinchon, je ne sais pas si ça se dit comme ça, on en a plus de 35 000, c'est énorme, quoi. Donc à savoir aussi que les Américains ont fait tout test sur les prisonniers de guerre qu'ils ont eus, sur des dizaines de milliers de prisonniers de guerre. On fait des tests à l'arme bactérienne, chimiques, on procédait à des tortures, à des massacres de masse, et beaucoup de prisonniers étaient cobayes. Juste un petit exemple, hein, c'est un petit exemple parmi tant d'autres.
Le 15 juin 1951, au camp numéro 62, dans l'île de Kogé, plus de 100 prisonniers sont devenus des cibles d'exercices de tir mitrailleuses de l'armée américaine. 80% du total des prisonniers employés comme des cobayes pour les essais d'armes bactériennes étaient atteints de diverses et telles maladies qui les condamnaient à mort. Le journal égyptien Ali Zumur, Ali Vizri, je ne sais pas si ça se dit comme ça, a révélé que plus de 1400 prisonniers de différents camps de Corée du Sud ont été emmenés de force dans un endroit dans le Pacifique où ils ont péri victimes d'un essai de la bombe atomique US. Et on est passé en fait, suite à cette défaite des Américains, quand ils ont commencé à reprendre du terrain en utilisant toutes les armes et tous les procédés barbares, ils ont commencé ce qu'on appelle une opération étranglement. C'est faire un maximum de dégâts. Donc cette opération étranglement, c'était d'attaquer au maximum d'endroits la Corée, et surtout de réaliser des bombardements incessants. Donc des bombardements en napalm, des bombardements de bombes à mine, de shrapnel, de réservoirs d'essence, etc., etc. Et de bombarder et de faire un maximum de dégâts, sans distinction de femmes, enfants, vieillards, militaires, sans aucune exception. C'est-à-dire faire du dégât pour détruire au maximum, démoraliser. On détruisait ainsi abris, hôpitaux, écoles, habitations, etc., sans distinction. Je vais vous relire un petit extrait, un petit passage intéressant. En 1952, Clark, commandant en chef des forces US en Extrême-Orient, a publié un plan de choc, déclarant qu'il effacerait entièrement de la carte 78 villes de la Corée du Nord pour que rien n'y subsiste qui puisse être ramassé à coups de balai. Démocratie américaine. Mais malgré tout ça, malgré cet acharnement, les Américains n'arrivent pas à couper les voies de ravitaillement à l'armée du Nord, et surtout, ils n'arrivent pas à s'emparer de la Corée. Ils gagnent du terrain, mais ils en perdent dans la foule, et les contre-attaques sont terribles. Les pertes humaines des deux côtés sont énormes. Donc les Américains ne réussissant pas à achever cette guerre aussi rapidement qu'ils l'auraient souhaité, et ils n'y arrivent surtout pas du tout, et ils s'enfoncent dans un bourbier. Voyant toute leur stratégie échouer, malgré la barbarie utilisée, ils vont monter d'un cran. Et ils vont passer à l'étape guerre bactériologique. Ils ont fait de nombreux tests sur les prisonniers de guerre nord-coréens, et ils utilisent donc l'arme bactériologique. Le lancement de ce type d'attaque a démarré en novembre 1951, mais ça a été vraiment intensifié à partir du 10 janvier 1952. Donc ces bombes, en fait, c'est largage de bombes intensif jour et nuit sur les villes coréennes, contenaient des insectes contaminés, des puces, des araignées, des moustiques, des poux, des hannetons, une multitude de microbes. Et on balançait ça dans la population. Ils ont aussi pratiqué la guerre chimique en utilisant des bombes de gaz. Je vais vous lire encore un autre petit passage intéressant concernant donc, ce type d'attaque. Dans son ouvrage intitulé « Les États-Unis ont été vaincus », Yoshitake Yozo, je pense qu'il est japonais, a écrit que la guerre bactériologique entreprise par les impérialistes américains n'a rien fait d'autre que de prouver la défaite totale des forces des Nations Unies sur le plan militaire. Que l'arme bactériologique constitue une arme des vaincus sur le plan militaire, avant d'être éprouvée pour son inhumanité, son immoralité et sa barbarie, et que son utilisateur n'a pour perspective que la défaite militaire. Ça résume très bien l'utilisation de ce type d'arme et de ce type de stratégie. Les Nord-Coréens, qui ont remarqué tout de suite l'utilisation de ces armes-là, ont déployé dans tout le pays, dans toutes les zones qu'ils contrôlaient, des postes de contrôle et anti-épidémiques. Ils ont su lutter aussi très activement et dynamiquement et correctement face à ce type d'armes barbares. Les Américains, au lieu de tirer leçon de toutes ces défaites et de comprendre que les Coréens ne veulent pas d'eux, ils ont redoublé d'efforts. Et ils ont redoublé d'efforts pour montrer leur puissance. Eisenhower, qui a succédé à Truman, a préparé une nouvelle offensive pour obtenir un armistice honorable, on va dire. C'était une opération d'envergure sur terre, sur mer, dans les airs. C'était une opération qui englobait de multiples attaques. Mais c'était échec sur échec, avec une cuisante défaite et des pertes matérielles et humaines énormes. Et ils ont perdu aussi pas moins de 160 km² de terrain. Les Américains se retrouvent obligés de signer un armistice le 27 juillet 1953.
c'est la première grosse défaite de l'histoire des États-Unis. La Corée, un si petit pays, une toute petite péninsule, et encore coupée en deux, a mis en déroute la terrible armée américaine. C'est pas rien. Beaucoup de grands généraux américains se sont retrouvés, qui ont participé à cette guerre, se sont retrouvés déchus ou couverts de honte. On va dire que la guerre de Corée, c'est pas une fierté pour les Américains. Loin de là, au contraire. Je vais jouer juste un petit passage que je trouve intéressant sur, on va dire, c'est pas une conclusion, mais c'est une forme de conclusion. Comme tout le monde le sait, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains, en se posant comme libérateurs et en bienfaiteurs, ont répandu le culte des USA dans les pays faibles et petits, colonisés ou assujettis d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, et ont créé chez eux l'illusion de leur puissance, tout particulièrement affichant leur pays civilisé et leur déesse de la liberté. Ils ont fait une propagande tapageuse sur la civilisation à l'américaine, en s'érigeant en défenseurs de la liberté, de la démocratie et de l'humanisme, et se sont conduits en apôtres de la paix, tout en prêchant une paix asservissante. Mais la guerre de Corée leur a arraché ce masque d'hypocrisie, mettant ainsi à nu sa nature fallacieuse et réactionnaire. Elle a dévoilé complètement et sous tous ses aspects le vrai visage de l'impérialisme américain, incarnation de la barbarie, de la cruauté et de la ruse. Dans cette guerre, celui-ci a employé avec préméditation l'arme bactériologique et d'autres armes d'extermination massive prohibées par le droit international, a réduit la Corée tout entière en cendres par des bombardements sans merci sur le front et sur les arrières, et a commis des atrocités barbares en exterminant en masse des habitants pacifiques. Je rappelle que ça n'oppose pas le Sud au Nord, c'est vraiment les Coréens contre un colonisateur. C'est très important d'avoir ça en tête. En décembre 1952, comme l'a publié Ryan, chef du groupe des conseillers militaires US en Corée du Sud, 30 à 40% des jeunes sud-coréens se sont sauvés après avoir reçu le billet de recrutement. Et le nombre de déserteurs de l'armée sud-coréenne s'est chiffré à 200 000. Ça prouve les chiffres, ces chiffres-là, ces données-là, prouvent quand même que les Coréens ne voulaient pas de cette guerre. Les Coréens ne veulent pas de la politique américaine, ou même de la politique fantoche que les Américains ont installée en Corée du Sud. Donc la République populaire démocratique de Corée a tout mis en œuvre pour une réunification et une indépendance de la Corée. D'ailleurs, le 4 juillet 1972, une déclaration conjointe entre le Nord et le Sud fut publiée pour un futur meilleur de la Corée, mais c'est sans compter sur le parasite US. Pourtant, ces mêmes Américains ont dit soutenir et saluer cette déclaration. Ils ont cependant persévéré dans leur politique d'agression et de maintien de tensions de guerre dans cette zone du monde. Ils se sont acharnés à maintenir la division de la Corée et à continuer leur domination coloniale. Et là, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même de maintenir leur position colonialiste dans cette zone, dans la Corée du Sud. Malgré toutes les défaites qu'ils ont subies tout de suite après, que ce soit au Vietnam, au Laos, etc. dans cette zone. Ils ont voulu garder un point militaire, un point d'ancrage en Asie, et notamment donc en Corée du Sud. Suite à tout ce que je viens de vous raconter, parce qu'en fait, tout démarre de là, c'est-à-dire tout démarre de la guerre de Corée. Vous pouvez quand même comprendre la situation actuelle et peut-être vous faire une idée différente de tout ce qui est dit dans les médias ou certains bouquins qui sont vendus. Il faut se mettre à la place du peuple coréen, d'accord ? Qu'il soit au nord ou au sud, c'est-à-dire à la place d'un peuple au sud qui est encore colonisé par l'Amérique. Je vous raconterai quelques anecdotes sur mon voyage à ce niveau-là. Et suite à ce que je viens de vous raconter, vous pouvez facilement comprendre le type de politique américaine concernant la géopolitique et la domination mondiale. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. Les Américains sont toujours maîtres dans ce qu'on appelle la trahison et le mensonge. Il suffit de voir pour ça ce qui s'est passé notamment en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, au Yémen, etc., etc. Sans oublier, bien entendu, le Vietnam, la Somalie et beaucoup de pays d'Amérique latine. L'agresseur n'est pas toujours celui qu'on croit, voire n'est jamais celui qu'on nous dit qu'il est. Donc suite à ce petit résumé historique, qui j'espère vous a permis de vous intéresser au sujet, et surtout pour comprendre pourquoi on en est là, ce qui est pour moi je trouve primordial, pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement.
Parce que la Corée du Nord n'est pas un pays agresseur, je le répète. La Corée du Nord ne fait pas une guerre contre la Corée du Sud, au contraire. La Corée du Nord souhaite une réconciliation pacifique avec le Sud. On sait très bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas possible que le Sud vive à la méthode du Nord, mais rien n'empêche d'ouvrir les frontières à condition que les Américains ne se mettent pas dans les affaires coréennes. Tout ça pour vous dire que la situation actuelle de la Corée du Nord et ce que vous entendez dans les médias, c'est la résultante de cette guerre et de ce conflit. Voilà, le conflit n'a jamais vraiment cessé, même s'il y a eu un armistice. Donc souvent j'entends dire que le pays est enfermé sur lui-même, que le peuple meurt de faim. Je vous expliquerai que c'est vraiment pas le cas. Que le peuple meurt de faim, qu'ils vivent sous une dictature, que c'est grave tout ça. Mais en fait, cette situation, la Corée du Nord subit l'un des pires embargos du monde, si ce n'est le pire. C'est-à-dire qu'aucune denrée rentre, aucune denrée sort, aucune machine, aucun produit, rien. Surtout, question médicale, c'est un peu compliqué. C'est que les vrais tortionnaires, ce sont ceux qui font l'embargo. C'est une guerre contre un peuple, on essaye d'affamer, on punit un peuple. Donc il y a le principe d'embargo est vraiment une arme malsaine. Et la Corée du Nord subit l'un des pires embargos. Donc il y a eu des embargos à Cuba, vous avez celui de la Syrie qui est terrible aussi, je ne parle pas de Gaza, mais la Corée du Nord a un embargo terrible qui fait qu'aucune denrée rentre et aucune denrée ne sort. Et donc l'agression est toujours présente, on agresse ce pays, on fait un embargo, c'est quand même terrible, c'est une attaque finalement. C'est comme... Maintenant, je vais vous parler de mon voyage. Donc, j'ai effectué un voyage l'année dernière en Corée du Nord avec c'était vraiment assez atypique. C'est une aventure pour y aller. Je ne vais pas vous le cacher, c'est quand même une aventure entre les douanes. Il y a quelques petits soucis avec les douanes. Bon, moi, avec mes tampons, enfin voilà, déjà passer les douanes. Donc, je suis passé par la Chine et après, on prend un avion coréen. Il me semble que le pays a 3 avions assez anciens. Russes, de fabrication russe, mais par contre entretenu, ils en ont que 3, mais c'est l'entretien nickel quoi. Après ça fait ceux qui ont peur des vols, tout ça, voilà, ça bouge pas mal, c'est assez impressionnant. Donc on a fait Pékin à Pyongyang, j'ai fait comme ça. Arrivé là-bas, donc l'accueil, super accueil. Donc souvent j'entends dire que oui, mais ils vous accueillent bien pour vous faire voir une certaine... Mais quel pays veut mal accueillir les gens déjà? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Voilà, c'est... Je sais pas, moi je voyage beaucoup, hein, je fais le tour du monde, mais en principe, bah, on a envie que les touristes aient une bonne image de notre pays. Enfin, je vois pas où est le mal. Dans tous les cas, on est très bien reçu. Moi, je paye un voyage, quand je veux visiter un pays, j'ai envie de me sentir bien, donc oui, forcément, oui. Et comme je l'ai expliqué, la Corée du Nord ne sont pas des spécialistes du tourisme. Hein. Il n'y a pas du tourisme de masse en Corée du Nord, il y en a un petit peu, et ils essayent de faire au mieux. Et il y a quelques petites anecdotes qui sont marrantes, qui fait qu'on a envie... la particularité du peuple coréen, c'est qu'ils sont très fiers. Ce sont des gens très fiers, et ça, c'est plutôt une qualité, je trouve. C'est des gens qui sont fiers, et ils aiment qu'on dise que c'est super avec eux. Voilà, c'est ça, c'est dans leur culture. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'on doit être bien en Corée du Nord et on doit se sentir bien avec le peuple coréen. C'est comme ça, c'est dans la culture. On peut pas leur reprocher ça. C'est-à-dire que si vous allez là-bas, si vous êtes... Ouais, putain, ils m'ont trop bien accueilli. Non, je sais pas, alors ça c'est le truc, voilà. Voilà, accueil super. J'ai été très bien reçu et honnêtement... les gens sur place, vraiment agréables. J'ai été agréablement surpris. Alors, le petit truc qui est pas mal aussi, c'est que question délinquance, on est au niveau zéro délinquance. Je peux laisser mon téléphone portable sur une table ou même au bord du trottoir, je peux vous assurer que je reviens, il y sera encore. C'est quelque chose d'incroyable. Enfin, délinquance zéro, j'ai vu aucune incivilité. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je rentre en France, je suis choqué. Hein. Il y a d'autres pays que je visite. Je fais beaucoup le Vietnam. Enfin, l'Asie, j'aime beaucoup. J'ai fait l'Amérique latine, tout ça. Mais quand j'entre en France, je peux vous assurer
Question, je sais pas, éducation, machin, Donc, Corée du Nord, retour en France, il est assez violent. Il est assez violent, mais voilà, aucune incivilité, les gens sont très courtois, que ce soit dans les campagnes, que ce soit dans les grandes villes. Voilà, c'est droit, ça marche droit, mais pas droit dans le sens c'est strict, tout le monde fait la gueule. Au contraire, les gens rigolent. On va au restaurant, souvent, bah, il n'y a pas de boîte de nuit, tout ça, mais on fait un restaurant et tout se passe dans le restaurant. Donc ils aiment beaucoup ces karaokés, il y a des chanteurs qui viennent. Souvent, les serveurs sont aussi chanteurs. C'est incroyable. J'ai passé des soirées, mais superbe, superbe. On peut boire de l'alcool aussi. Bon, j'avoue que les bières sont pas très fortes. J'ai pas réussi à me mettre une mine là-bas, mais en tout cas, j'ai bien rigolé. C'était agréable, c'était agréable. Vraiment, c'était vraiment des bons moments. Souvent dans les reportages, moi, ce qui me fait rire que j'ai pu voir sur M6 ou les trucs comme ça, c'est que les mecs, ils ont réussi quand même incroyable. Quand ils ont parlé de la misère, du peuple et tout, ils ont filmé des cabanes de chantier. Ils ont réussi à filmer des cabanes de chantier de travailleurs en fait. Et en faisant croire que c'était là où les gens habitaient, mais non, rien à voir. Les gens, ils travaillent, mais c'est des cabanes de chantier. On leur interdit, ils n'ont pas les tracteurs Caterpillar, les trucs comme ça. Ils ont rien, ils construisent des immeubles. La ville est incroyable. Par exemple, Pyongyang, c'est incroyable les immeubles. Et ça pousse, c'est tout neuf, ça pousse à tout va, mais avec aucun équipement. Des grosses grues, des choses comme ça, et ils travaillent super vite. C'est que les mecs, c'est des machines, c'est comme ça. Il y a un système, en fait, il y a un système de classe sociale, donc intéressant. Bon, c'est du socialisme, du communisme, hein, mais c'est la première fois que je le vois poussé à l'extrême, mais pas à l'extrême dans le sens mauvais, c'est poussé, c'est comme ça que je le vois. Pourtant, quand on voyage en Chine ou au Vietnam, tout ça, on se dit c'est des pays communistes. Mais en fait, non, c'est à côté de la Corée du Nord, c'est des pays capitalistes, hein. Ni plus ni moins. C'est simple, en fait, tout est basé sur les classes sociales. Et par exemple, les salaires sont selon la difficulté du travail. Donc un mineur, quelqu'un qui travaille dans les mines, touchera plus qu'un professeur, par exemple. Par contre, l'avantage du professeur, c'est que lui, il va habiter en centre-ville, il aura un bel appart en centre-ville, et la personne qui travaille dans les mines, bon, bah, elle va avoir une maison en campagne, tout ça, mais elle aura donc un salaire pour pouvoir, subvenir à ses besoins. Voilà, tout est basé comme ça. J'ai vu personne chômer, tout le monde travaille. J'ai pas vu de misère, j'ai pas vu de gens dans la rue mendier. Ça c'est vraiment le seul pays au monde où j'ai jamais vu un seul mendiant. J'ai pas vu de misère alors que j'ai fait quasiment le tour du pays, hein. J'ai vu quasiment toutes les villes. Qu'est-ce que je peux vous dire encore basé là-dessus, c'est que il y a un système très intéressant, très social justement. C'est le fait que tous les jours, dans n'importe quel travail ou étude, parce que les études sont très très poussées. Alors les étudiants coréens, c'est un niveau, voilà, c'est la gamme puissance 10 000. Ici en France, on est ridicule, hein. Enfin, c'est vraiment pour faire une comparaison, les études en Corée du Nord sont poussées. Le côté social qui est intéressant, c'est que tous les jours, ils sont obligés, donc c'est une obligation, d'avoir une activité au moins d'1 heure. Donc tu choisis, tu peux faire de la danse, du chant, du sport, mais tous les jours, en 1 heure, il faut une activité, tu partages avec les gens. C'est le Facebook de Corée. Et en parlant de Facebook, voilà, ce qui m'a choqué aussi, mais choqué dans le bon sens, c'est pas de téléphone portable, quoi. C'est-à-dire, j'ai vu personne sur leur téléphone, les gens discutent, se regardent, marchent dans la rue. Pas de téléphone portable. Il y a pas cette manie du téléphone portable. Voilà, on n'est pas parasité par ça. Quelque part, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait bizarre parce que maintenant, on est tous avec nos téléphones, mais ça m'a fait du bien. Dans les villes, on voit pas de publicité. Il y a rien, il y a aucune pollution publicitaire. Même les magasins, les devantures, on ne sait pas si c'est un restaurant, un magasin. Il y a que eux qui le savent parce que c'est marqué en coréen. Il y a un écriteau à chaque. Mais voilà, même les vêtements sont pas mis dans la rue pour qu'on. Voilà, il y a rien de tape à l'œil. Si les gens veulent s'acheter quelque chose, ils savent où le trouver. Ils y vont, ils achètent, ils s'en vont, quoi. Pareil pour les restaurants, tout ça. Voilà, ça fonctionne comme ça. Ça choque, mais dans le bon sens, on voit la vie telle qu'elle est en fait. Il n'y a pas de pollution. Alors le truc choquant, parce que je suis rentré en train
de Pyongyang jusqu'à Pékin. Donc il me semble que c'était 48 heures de train. 24 ou 48, je m'en souviens plus. Je vérifierai, je vous le marquerai là. Et dès qu'on passe la frontière, c'est un choc incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'on passe d'un pays comme la Corée, où il n'y a pas de pub, aucune pollution publicitaire, rien de malsain, visuellement on va dire, et on arrive en Chine avec des pubs de partout, des panneaux là, des femmes sur les publicités, et c'est bruyant, c'est un carnage. En fait ça fait un choc quand on passe 10-15 jours en Corée et qu'on passe la frontière, en plus dans le train. C'est incroyable, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, quoi. C'est là où on ressent vraiment la différence, quoi. Donc voilà, souvent si j'entends dire ouais mais les gens sont tous habillés pareil, machin, on leur interdit. Non, en fait ils ont le droit, ils ont même le droit d'être tatoués, ils ont le droit de se couper les cheveux comme ils veulent, tout ça, s'habiller comme ils veulent. Après bon, c'est clair qu'il n'y a pas d'habit de marque ou quoi là-bas, mais en fait ils n'y voient pas l'intérêt. C'est-à-dire que c'est dans la culture, c'est comme ça. C'est pas quelque chose qu'on leur interdit ou qu'on leur impose. Parce que c'est pas interdit, c'est juste, ils n'y voient pas l'intérêt. Ils sont éduqués comme ça, c'est dans la culture, c'est comme ça. Nous, on a une culture où il faut changer de marque tous les jours, où il faut s'acheter des nouveaux fringues, les machins, les trucs. Non, mais eux, c'est pas dans leur culture. Ils vont aux pratiques. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc aussi, j'ai pu visiter le métro. Alors ça, c'était quelque chose, je savais pas qu'il y a le métro, mais il y a un métro. Mais quand on sait, en plus, qu'ils se démerdent, qu'ils essayent de se débrouiller pour tout ce qui est fabrication, tout ça, hein, ils n'ont pas d'aide extérieure, ou en tout cas très peu. C'est juste incroyable de voir ce métro immense, propre, clean, où les gens sont gentils. J'ai pu filmer, personne m'a rien dit, on m'a pas... C'était... Voilà, et puis surtout, pas de pickpocket aussi, enfin... Voilà, ça sent bon en plus. Juste incroyable, discipline. Pourtant, il y a du monde, hein, c'était vraiment bondé. Mais voilà, discipline... les gens sont courtois, disciplinés. Enfin, il y a eu quelques trucs que j'ai pas pu filmer, mais c'est normal, c'est dans tous les pays, il y a des règles, je les ai respectées, et je comprends pas qu'on accuse un pays qui a des règles, qui condamne des gens qui ont enfreint ces règles. Je sais pas. C'est comme si demain, un gars en France, il roule avec sa dernière Ferrari à 200 km/h parce qu'il vient de Dubaï. À Dubaï, il a le droit de faire ça. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Et là, il le fait en France, il se fait arrêter, il va en tôle. Et on trouve ça pas normal. Non, il y a des règles, c'est comme ça. On les suit. Quand on voyage, donc on ne dit pas qu'on sait pas. Quand on voyage, moi je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, surtout quand on va dans ce genre de pays. On sait, on se renseigne, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas d'excuse. J'avais pas pu filmer, donc... Un centre commercial, bon il y avait certaines images du grand leader que j'ai pas pu filmer, mais ça c'est normal, je le comprends, il n'y a pas de souci. Et puis honnêtement je sais pas ce que ça aurait rapporté de plus à mes images, j'y ai vu, c'est déjà très bien, ça suffit. Mais j'ai pas pu filmer par exemple une grande surface, donc c'était intéressant parce qu'il y avait un centre commercial, un grand centre commercial. Et pourquoi j'ai pas pu filmer? En fait j'ai compris après pourquoi j'ai pas pu filmer, parce que j'ai quand même pu voir qu'ils arrivent à se procurer certaines denrées qu'ils ne peuvent pas fabriquer chez eux. J'ai vu du café. Bon, par contre, c'est un peu hors de prix pour les gens là-bas, mais parce que ils arrivent à faire rentrer quand même du café. Et pourquoi j'ai pas pu filmer tout ça? C'est que certaines marques, en fait, contournent l'embargo. Et si j'avais filmé, ces marques-là se seraient fait réprimander. Et puis les Coréens n'auraient pas pu avoir... telle ou telle chose, voilà, ça peut porter préjudice par rapport à l'embargo. Voilà, une autre attaque, une autre agression internationale, c'est que leur argent ne vaut rien à l'international. Donc nous, on a fait du change là-bas, eux, ils acceptent vraiment volontiers le change, c'est même quelque chose d'intéressant pour eux, et d'important pour le pays. Leurs billets ne valent rien à l'international. À l'international, ils ont décidé que la monnaie coréenne, la Corée du Nord, ne valait rien du tout. Vous voyez, c'est quand même une agression. C'est comme si demain, l'euro, enfin bon, là c'est un mauvais exemple parce que l'euro c'est l'Europe, mais si demain, par exemple au Vietnam, on utilise le dong, demain si le dong ne vaut rien du tout, mais les Vietnamiens ne peuvent ni voyager, ne peuvent rien faire. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important à savoir. Donc on critique, oui, mais les Coréens du Nord, ils peuvent pas voyager. Si déjà d'une, ils peuvent voyager, hein, ils peuvent voyager. Après, c'est qu'ils en ont pas les moyens. Déjà, le premier élément, ils en ont pas les moyens.
Leur monnaie ne vaut rien à l'international. Même si le gars il gagne plein de bifetons, voilà, ils peuvent pas. Voilà, et puis le niveau scolaire est... quasiment tous les gens parlent une deuxième langue en Corée du Nord. Et le niveau scolaire est juste incroyable, quoi, et impressionnant, quoi. Les gamins, c'est un autre niveau, c'est un autre niveau. Il y a quelque chose qui revient souvent quand je dis que je suis parti en Corée du Nord, on me dit, et c'est compréhensible, les personnes n'ont que les médias souvent comme base, hein, comme base pour essayer de comprendre. Donc le premier truc qu'on me dit c'est ah ben t'as pas eu peur d'être trop espionné, tu t'es fait espionner, ils ont dû te suivre partout et tout. Mais je fais juste ça. Hein. Hop. Je vous dis honnêtement, voilà, avec cet outil, donc c'est mon téléphone portable, avec Bob l'éponge là derrière, je suis espionné constamment dans mon propre pays, mais dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on sait où je suis, où je vais. À la limite, le seul moment où ils n'ont pas pu savoir où j'étais, c'était en Corée du Nord, parce que j'avais plus rien là-bas. Mais voilà, quelle différence, expliquez-moi. Déjà d'une, je suis constamment espionné. Je suis constamment espionné. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous êtes constamment espionné. Tous ceux qui regardent cette vidéo, à mon avis, ont un téléphone portable, connecté à Internet. On est constamment espionné. Donc on a tous les réseaux sociaux, etc. On sait quasiment tout sur nous. D'accord ? Et quand on me dit, donc, ouais, mais bon, ils ont dû t'espionner. Mec, j'espère qu'ils m'ont espionné. J'espère qu'ils ont suivi ce que je fais. C'est-à-dire que l'international est en guerre contre la Corée du Nord. On critique les médias, leur crache à la gueule constamment. Mais si en plus ils vérifient pas qui je suis et qu'ils regardent pas un peu ce que je fais, je me dirais, mais là, oui, là j'aurais une raison de me dire, putain, mais ils sont cons. Ils sont cons, ils le font exprès ou quoi? Mais non, le pays est encore là, est encore debout, et c'est en partie aussi grâce à ça. C'est qu'ils ont un service des renseignements qui est performant, mais à leur niveau, parce qu'ils ont pas la technologie que les Américains ont, que les Européens ont, etc., etc. Et à leur niveau, ils arrivent à enquêter et à comprendre. Mais par contre, j'ai jamais été espionné dans ma chambre d'hôtel avec des caméras. J'ai pas vu de caméra dans la rue, j'ai rien vu de tout ça. L'espionnage est plutôt, on va dire, je pense, mais c'est pas de l'espionnage, hein, c'est du renseignement plutôt. C'est plutôt, je pense, les gens qui travaillent, tout ça. Comme je vous ai dit, quasiment tout le monde parle une deuxième langue. Donc je pense à un groupe de Français, il y aura des gens qui travailleront, qui parleront le français, etc., etc. Mais c'est normal, c'est normal. Nous, on est constamment espionnés dans nos pays. Mais là-bas, ce pays est en guerre, je vous le rappelle. D'accord? Donc moi, ça me choquerait pas d'avoir été espionné. Et ça, voilà, j'ai rien à me reprocher, donc j'ai pas eu de problème. Bah, il y a souvent aussi une remarque qui revient souvent, c'est on me dit ouais, mais là-bas ces gens ils sont lobotomisés, ils suivent une idéologie, ils sont sous une idéologie, voilà, c'est une dictature, etc. Ils ont pas le moyen de penser. Non, c'est juste que c'est une autre culture, c'est une culture qui est différente. Nous sommes nous-mêmes sous une dictature, mais ça beaucoup ne l'admettent même pas, et on est nous-mêmes soumis à une idéologie qu'on nous soumet dans les médias constamment, à la télé, et dans notre façon de grandir à l'école aussi. Nous aussi, nous sommes soumis à une idéologie capitaliste, une idéologie, on va dire, libérale, libertaire, une idéologie mondialiste, mais on est sous une idéologie. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. En plus, en Corée du Nord, on n'interdit pas de croire d'être chrétien, musulman. Voilà, donc, non, c'est juste que c'est une culture. C'est un pays qu'on a fermé, qui ne s'est pas enfermé, d'accord? C'est juste, c'est un pays qui est fier, et le peuple qui veut rester debout, et justement, qui ne veut pas être sous l'influence d'une idéologie externe. Ils veulent garder leur culture et leur façon de vivre. Ils ne veulent pas qu'on leur impose quelque chose, c'est tout, c'est comme ça. Mais les gens qui sont là-bas ne sont pas malheureux. Ne sont pas malheureux. Voilà, on ne peut pas dire tous les médias qui ont voyagé là-bas et qui rapportent le contraire sont des menteurs, ni plus ni moins. Ils ont fait le même voyage que moi, peut-être ils ont fait un peu moins, peut-être un peu plus, j'en sais rien, mais on ne peut pas revenir et dire ce qu'ils disent. C'est pas possible. Ils mentent. En parlant d'idéologie, c'est qu'eux sont soumis justement à leur idéologie, et pour un salaire, pour quelque chose, ils racontent de la merde.
et ils se vendent. Mais je trouve ça dégueulasse parce que ils ont été accueillis comme moi j'étais accueilli. Et ça me dégoûte un petit peu, ça me dégoûte. C'est comme si je faisais venir des gens chez moi, je faisais venir quelqu'un chez moi, et voilà, ils profitent, ils s'amusent, machin, et en repartant, ils me crachent à la gueule. Ou alors, ils m'envoient une équipe pour me bastonner, parce que, voilà, pour un billet, ou pour faire bien, pour se faire voir, pour réussir dans son groupe d'amis. Je trouve ça dégueulasse, voilà, pour moi, c'est lamentable. Donc voilà, moi, je vous ai donné mon avis. Vous avez pu voir quelques images inédites, hein, c'est que personne ne les a vues, enfin elles n'ont jamais été diffusées. Il y aura, j'espère, un documentaire qui va sortir, j'espère, parce que c'est vraiment un pays à découvrir d'une autre manière. Donc j'espère que j'ai accompli ma mission dans le sens où je vous ai amené à vous renseigner, peut-être, je vous ai amené à vous renseigner, ou avoir un autre son de cloche, ou à vous poser des questions, ou alors à venir me mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, parce que vous aussi vous connaissez le sujet, vous maîtrisez ou vous êtes parti là-bas. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires voilà, ce que vous avez déjà pensé de la vidéo, et surtout si vous avez des choses à redire par rapport à ce que j'ai dit. Si vous pensez que ça manque de clarté, je referai une vidéo, etc. Cette vidéo a été très dure à monter. Je l'ai fait en plusieurs fois, c'était très fatigant. Voilà. Et bon, si vous avez aimé, bah voilà, je vais faire comme tous les mecs de YouTube là. Mettez un pouce bleu, voilà, même si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge, je m'en bats les couilles, je vous dis direct, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit diffusé, donc partagez, et que voilà, le message passe. Je suis pas coréen, hein, je suis pas coréen, j'ai aucun intérêt avec la Corée du Nord, j'aime juste dire la vérité, ce que j'ai vu, et qu'il y ait une forme de justice, au moins une justice morale, voilà. Donc je vous remercie tous, j'espère que vous avez kiffé, et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis amusez-vous du bien, prenez soin de vous surtout. A plus, ciao.